guerre du Vietnam, moi ça me fait penser aux États-Unis, mais après, ré- les Vietnamiens, je suppose. Donc il y avait le Vietnam déjà au départ, contre les États-Unis. Les Vietnamiens contre les Américains. Ce qu'on appelait l'ancienne Indochine, Vietnam et contre les États-Unis. Voilà. C'était des Vietnamiens contre des Vietnamiens, sauf qu'il y avait pareil une partie des Vietnamiens qui était soutenue par les États-Unis et l'autre par les communistes, mais c'était une guerre entre Vietnamiens de toute façon. Il y avait juste deux différentes idéologies qui se sont opposées, si je me souviens bien. Deep into the funnel of love. Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode nous allons évoquer ce qu'on appelle communément la guerre du Vietnam, conflit du XXe siècle qui s'est duré dans les années 60-70 et qui, comme son nom l'indique, s'est passé sur le territoire vietnamien. Le Vietnam, je resitue, c'est au sud-est asiatique, à sa gauche il y a le Laos, le Cambodge, à sa droite la mer de Chine et surtout au nord une grande puissance, la Chine. De superficie c'est un peu équivalent à la Finlande ou si vous préférez la Suisse et l'Italie confondues. Alors avant toute chose, nous allons répondre à la question. La réponse évidemment est le Sud-Vietnam contre le Sud-Vietnam. Une guerre civile si vous préférez. Alors vous allez certainement probablement me dire à ce moment-là... Non mais t'es pas un peu dingue toi? Évidemment, puisque vous avez tous vu des films comme Apocalypse Now, ou Full Metal Jacket, ou encore Platoon, Fumier. Et dans ces films, vous avez vu un soldat américain tirer sur un soldat vietnamien, ou l'inverse, et vous en êtes déduit que c'était un conflit entre ces deux nations, ce qui n'était pas le cas. D'abord, il faut absolument arrêter cette croyance populaire que la plus grande puissance militaire mondiale de l'époque, les États-Unis, est arrivée avec des tanks, des porte-avions, des satellites, et s'est fait battre par une bande de paysans vietnamiens parce que tout simplement, ils jouaient eux à domicile et qu'ils étaient évidemment plus motivés. Non. Si les États-Unis d'Amérique avaient voulu envahir le Vietnam, croyez-moi, ils l'auraient fait, demandez aux Allemands ou plus récemment aux Irakiens. C'est justement parce que ce n'était pas un conflit direct entre ces deux nations que les choses étaient très compliquées, voire impossibles pour les États-Unis de gagner ce conflit militairement. Pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu dans le passé. Pas trop loin, je vous rassure, début du XXe siècle. À cette époque, le Vietnam fait partie d'une colonie française, l'Indochine. Il est d'ailleurs divisé en 3 parties distinctes, le nord, le Tonkin, le sud, la Cochinchine, le milieu, l'Annam. Mais on s'en fout. En fait, ce qu'il faut retenir à cette époque-là, c'est que c'est le gouvernement français qui dirige le pays. Et quand je dis dirige, je dirais plutôt exploite. Et quand je dis exploite, pas uniquement les ressources, mais aussi les populations. Alors évidemment, comme toute population qui est exploitée et qui est colonisée, il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent l'indépendance du pays. Dans ces personnes, il y en a un, il s'appelle Nguyen Chi Công. Il va être plusieurs fois changé de nom, entre autres Nguyen Ai Quoc, Nguyen le révolutionnaire, mais il va être surtout connu sous un autre nom, Ho Chi Minh. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ho Chi Minh est au Vietnam ce que Lénine est à la Russie ou Fidel Castro à Cuba. Leader communiste révolutionnaire, il va être le symbole de l'indépendance vietnamienne. Il aura d'ailleurs, et il a toujours, son mausolée à la capitale du Vietnam, Hanoï. La marque des maîtres. Au début, Ho Chi Minh et ses camarades et toutes les autres personnes qui essayent d'obtenir l'indépendance du Vietnam ne vont pas obtenir grand-chose des autorités françaises. Mais un événement va tout basculer, c'est tout simplement la Deuxième Guerre mondiale. Alors continue. En 1940, la France perd la guerre face à l'Allemagne nazie. Les Japonais, qui ont déjà déclaré la guerre à la Chine et qui ont envahi une grosse partie de leur territoire, se disent que les Français viennent de perdre la guerre sur leur territoire national et que ce n'est pas 9000 km qui risque de les gêner. Ils décident donc d'envahir le Vietnam. C'est effectivement plus une formalité qu'autre chose, même s'il y aura des combats violents. Et la France et le Japon vont signer un accord. L'accord fait que les Français pourront toujours diriger le pays, le Vietnam, mais que les Japonais pourront installer leur base militaire et arriver avec leur armée. Après ça, les Japonais vont déclarer la guerre aux États-Unis. Pour Ho Chi Minh, Français et Japonais, c'est la même chose, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit les Vietnamiens qui dirigent le pays. Et donc, Ho Chi Minh et les États-Unis vont se retrouver avec un ennemi commun, le Japon. Et c'est là où l'anecdote est intéressante. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'OSS, c'est comme ça qu'on appelait la CIA à l'époque, vont prendre contact avec Ho Chi Minh, et Ho Chi Minh et les États-Unis vont devenir, pour un instant, alliés. Qu'est-ce que tu dis?
Oui, oui, vous avez bien entendu. L'homme qui va devenir plus tard le pire ennemi des États-Unis, l'ennemi public numéro 1, aura été au départ son allié. Il deviendra plus tard l'image du mal, comme vous allez voir sur cette vidéo. Vous allez voir, c'est des grands poètes, les Américains. Up in the morning to the rising sun. Up in the morning to the rising sun. Gonna run all day till the running's done. Gonna run all day till the running's done. Ho Chi Minh is the son of a bitch. Ho Chi Minh is the son of a bitch. Got the blue balls, crabs, and the 7-year itch. Got the blue balls, crabs, and the 7-year itch. 1945, nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont en train de perdre la guerre. Ils décident donc de faire un coup pour arrêter la progression des forces alliées. Le 9 mars 1945, ils font un coup d'État au Vietnam et arrêtent tous les Français. Quand je dis arrêt, je devrais plutôt dire massacrer. Quoi qu'il en soit, ils prennent le contrôle du pays. Et ils ne s'arrêtent pas là pour bien foutre le bordel. Ils vont voir les Vietnamiens et leur disent « Tenez, vous êtes indépendants. C'est cadeau. On est comme ça à nous, généreux. » Ça alors, prends ton temps. Vous êtes formidable. Évidemment, les choses ne vont pas être aussi simples, puisque beaucoup de gens, entre autres les Français, vont estimer que ce n'est pas aux Japonais qui vont en plus perdre la guerre de décider si le Vietnam peut devenir indépendant ou pas. Mais en tout cas, Ho Chi Minh va profiter de cet instant pour faire une cérémonie officielle et déclarer officiellement le Vietnam indépendant. Ça sera le 2 septembre 1945. Cette date, le 2 septembre, va rester jusqu'à aujourd'hui la fête nationale du Vietnam. Bravo! Les choses vont se compliquer puisque les Anglais, les Chinois, les Français et même les Vietnamiens vont tous estimer qu'ils auront autorité pour diriger ce pays. Je ne vais pas aller dans le détail, mais pour vulgariser, les Anglais vont abandonner, les Chinois vont trouver un accord les Français dans un échange de territoire, il restera donc les Français et les Vietnamiens. Les Français vont débarquer avec leur armée par le général Leclerc au sud. Le sud va se rendre sous l'autorité française rapidement, le nord sous l'autorité de Ho Chi Minh. Ça va être un petit peu plus compliqué. Les Français donc, vont essayer de trouver un accord avec Ho Chi Minh. Le principe, c'est de séparer le pays en deux, de donner un statut un peu spécial au Nord-Vietnam. On ne parle pas d'indépendance, mais on parle de liberté de la presse, de gouvernement, etc., etc. Et des élections libres, sous 2 ans, devraient décider si le Sud veut rejoindre la même fonction que le Nord. Cet accord ne va jamais être trouvé, et on va finalement aller sur la guerre d'Indochine. Là, encore une fois, je ne vais pas m'étaler sur la guerre d'Indochine, ça sera le lieu d'une autre vidéo. Ça va se finir en 1954 par la bataille de Dien Bien Phu. Je ne sais pas l'orthographe. Après donc la défaite de Dien Bien Phu, la France et le Vietnam signent des accords, ce sont les accords de Genève, nous sommes en 1954. Selon les accords, le Vietnam devient indépendant, mais il est séparé en deux. Ho Chi Minh et les communistes seront en contrôle que du Nord. Des élections libres sous contrôle international doivent avoir lieu 2 ans après pour définir si le Sud et le Nord peuvent être réunifiés et sous quelle autorité, sous quel gouvernement. C'est là que les Américains vont rentrer dans la danse. Hélas. Pourquoi les États-Unis veulent-ils intervenir au Vietnam? C'est à cause de cette fameuse théorie des dominos. La théorie des dominos, c'est assez simple. Vous avez tous vu ces vidéos où les dominos sont alignés les uns derrière les autres. Vous poussez le premier et les 2 autres dominos vont tomber les uns après les autres. C'est un peu le même principe mais avec les pays. À l'époque, nous sommes à la grande période de la guerre froide. 2 clans s'affrontent. Les communistes avec à leur tête la Russie. À l'époque, ça s'appelle l'URSS. Et les capitalistes avec à leur tête les États-Unis d'Amérique. Ces 2 pays ne pouvant pas s'affronter directement, d'où le nom guerre froide, ils essayent chacun de recruter, de rallier un maximum de pays à leur cause. Les États-Unis, voyant qu'un certain nombre de pays sont devenus communistes, ils partent sur cette théorie des dominos. C'est d'abord la Russie, puis après la Chine qui deviendra communiste, puis après c'est le Vietnam qui devient communiste, puis après ça va être l'Inde qui va devenir communiste, les pays d'Europe vont tous devenir communistes, et puis finalement le monde entier va devenir communiste, jusqu'à le dernier maillon, le dernier domino, les États-Unis d'Amérique. Pour eux, toujours sur ce principe de domino, c'est assez simple, il suffit d'arrêter la chute et de retirer un des dominos, et l'escalade s'arrêtera. Bon, j'ai compris, monsieur le divisionnaire. Pour le Nord-Vietnam, c'est déjà trop tard, ils sont déjà communistes, mais le Sud-Vietnam ne l'est pas encore. Pour les États-Unis, il faut donc absolument empêcher que le Sud-Vietnam devienne communiste. Pour cela, on aurait pu penser que les représentants du monde libre, Leader of the Free World comme ils s'appellent, aient choisi une voie démocratique, mais pas du tout. Ils vont choisir un dictateur rallié à leur cause qui sera évidemment anticommuniste. Ce dictateur, c'est Ngo Dinh Diem. Il va donc prendre le pouvoir au Sud-Vietnam avec le soutien des États-Unis. Et le 26 octobre 1955, il va déclarer la République du Sud-Vietnam et boycotter les fameuses élections qui devaient réunifier le Nord et le Sud. Alors il y a une polémique sur Ngo Dinh Diem, puisque certaines personnes estiment qu'il n'était pas un dictateur, puisqu'il n'a jamais vraiment violé les voies et la Constitution. Je rappelle quand même que pour ces élections, sur une ville où il y avait 400 000 électeurs, lui, il a réussi à avoir 600 000 voix.
400 000 votants, il a 600 000 voix. Ça, c'est pas de la dictature. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors au début pour les Américains tout va bien puisqu'effectivement No Dinh Diem va empêcher le Sud-Vietnam de devenir communiste, sauf que comme j'expliquais auparavant, c'est pas vraiment une démocratie. No Dinh Diem va d'ailleurs mettre au pouvoir la plupart des membres de sa famille, ce qu'on appelle du nespotisme. Un de ses frères sera ambassadeur en Angleterre, un autre dirigera la cité impériale de Hue, un autre dirigera la police secrète, sa belle-sœur décidera des droits de la femme, mais il va commencer surtout à retirer certains droits et libertés aux Sud-Vietnamiens. De là, il va y avoir des protestations, puis des manifestations qui vont donner cours à des arrestations et évidemment à des persécutions. À partir de ce moment-là, un mouvement de résistance va se créer et les Sud-Vietnamiens communistes vont vouloir créer une armée afin de destituer No Dinh Diem de son pouvoir. Le 29 décembre 1960, cette armée va se créer. Elle s'appellera le Front de libération du Sud-Vietnam. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas très original. Tout le monde n'a pas une imagination au-dessus de la moyenne. Cette armée va avoir un surnom célèbre, Viet Cong. Viet Cong, c'est tout simplement un diminutif de Sud-Vietnamiens communistes en vietnamien. Cette armée Viet Cong va commencer à faire des actions de guérilla contre l'armée sud-vietnamienne. No Dinh Diem va demander de l'aide aux États-Unis. L'armée américaine qui soutient ce gouvernement va donc commencer à envoyer des soldats afin de les aider à lutter contre cette guérilla Viet Cong. Et c'est le début de l'engrenage de l'armée américaine. Malheureusement, à partir de là, le gouvernement sud-vietnamien va s'endurcir, va continuer à faire des persécutions, des exécutions, des arrestations, des tortures, jusqu'à son point culminant, le 11 juin 1963, où un moine bouddhiste va s'immoler sur la place publique afin de dénoncer les persécutions qu'il subisse. Pire, la belle-sœur de No Dinh Diem va appeler cet événement un barbecue, ce qui fera un scandale international. À partir de ce moment-là, l'armée américaine et l'armée sud-vietnamienne vont commencer à penser que No Dinh Diem est trop impopulaire pour le laisser au pouvoir. Ils vont fomenter un coup d'État et le 2 novembre 1963, No Dinh Diem sera arrêté et exécuté. À partir de ce moment-là, les choses vont aller de mal en pis puisque ça sera le général Minh, Binh Minh, qui va prendre le pouvoir. Puis peu de temps après, ça sera le général Khan. Puis après, ça sera à nouveau le général Minh, puis à nouveau le général Khan. Un client part, un autre arrive. Tout ceci, évidemment, comme vous en doutez, va donner une grande instabilité au pays et l'armée Viet Cong va gagner de plus en plus de terrain. L'armée américaine va commencer à considérer que le gouvernement militaire sud-vietnamien n'est plus en mesure de lutter contre les Viet Cong et qu'il faut absolument renforcer la présence militaire américaine. Aux États-Unis, malheureusement, le président Kennedy s'est fait assassiner, lui aussi en novembre 1963, ce que, comme vous le savez, va donner lieu à beaucoup de théories. Je sais. Quoi qu'il en soit, c'est le vice-président Johnson qui devient président des États-Unis et lui décide d'écouter les conseils de l'armée américaine et de renforcer la présence militaire au Sud-Vietnam. Ils seront au départ 18 000 en 1964, puis il y aura 82 000 soldats en 1965 jusqu'à 175 000 en fin 65. En 1968, on va monter jusqu'à 536 000 soldats. C'est beaucoup de personnes. Pour vous donner une idée, l'armée française dans sa totalité en 2014, y compris les pompiers, on arrive dans les 300 000 soldats. Ça fait beaucoup. Voilà, maintenant vous pouvez bien comprendre les problématiques de ce conflit. Déjà, vous savez que ce n'est pas l'armée américaine qui voulait envahir le Vietnam, mais c'était pour soutenir l'armée sud-vietnamienne à lutter contre une autre armée, une armée communiste, d'où le fait que ce soit une guerre civile entre le Sud-Vietnam contre le Sud-Vietnam. Cela évidemment amène d'autres problématiques. La première, c'est que l'armée américaine soutient un gouvernement militaire, donc pas vraiment une démocratie et donc pas vraiment populaire. Ensuite et surtout, quand vous êtes un soldat américain et que vous voyez une bande de Vietnamiens, très difficile à vous de distinguer lequel est communiste, lequel ne l'est pas. Et donc lequel est votre ennemi. Alors que pour un soldat sud-vietnamien communiste, vous prenez un soldat américain au milieu d'une foule de Vietnamiens, c'est très facile pour vous de le repérer. C'est certain. Maintenant, je me dois d'éclaircir quelques points. Le premier point, c'est que je vous ai dit que le gouvernement sud-vietnamien était une dictature. Même si cela est vrai, cela ne veut pas dire pour autant que les Viet Cong étaient des tendres. Non, il y avait des massacres, des tortures et toute autre exaction que vous trouvez dans les guerres des deux côtés de ce conflit. C'est compris, monsieur? L'autre point, c'est que certains d'entre vous vont se poser la question, et Ho Chi Minh, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? On l'a oublié ou quoi? Alors il est vrai que l'armée sud-vietnamienne communiste, les Viet Cong, était soutenue par le Nord-Vietnam, par le gouvernement d'Ho Chi Minh. Parce que depuis 1954, Ho Chi Minh ne voulait pas de Nord et de Sud-Vietnam, il voulait qu'un seul pays, et idéalement, sous sa direction, un pays communiste. Le gouvernement nord-vietnamien était lui-même soutenu par la Chine et l'URSS, toujours ses idéologies communistes. Quoi qu'il en soit, ça fait des ressources non négligeables, presque illimitées pour une armée Viet Cong, et c'est pas rien quand vous avez un géant comme l'armée américaine en face de vous.
Ensuite, quand je dis que le Nord-Vietnam soutenait l'armée sud-vietnamienne communiste, c'est pas un petit soutien, hein, c'est des armes, des munitions et surtout des combattants. Des soldats nord-vietnamiens sont venus se battre et mourir sur le sol sud-vietnamien. Enfin, soyons clairs, si l'armée sud-vietnamienne communiste, les Viet Cong, avaient leurs propres dirigeants, c'est quand même le Nord-Vietnam qui orchestrait tout et qui donc prenait toutes les décisions. Et c'est pour ça que pour l'armée américaine, c'était le Nord-Vietnam qui était responsable de tout ce bordel au Sud-Vietnam. Donc si vous avez un ami un soir dans un îlet qui vous dit bah, la guerre du Vietnam, c'est le Nord-Vietnam contre le Sud-Vietnam, et bien sur le principe, il n'a pas complètement tort. Sans le savoir, bien sûr, comme tout le monde. Cette guerre va durer plus de 10 ans et va donner la mort à plus de 66 000 soldats américains. Je ne vais pas vous raconter toute la guerre du Vietnam, ce n'était pas le but de cette vidéo, mais je vous rassure, je vais vous donner la phase finale. Comme aucune des deux armées va prendre le dessus, un cessez-le-feu va être signé entre l'armée sud-vietnamienne et l'armée nationaliste, avec le départ des troupes américaines. Et là, attendez-vous bien. Pour les autres, nous pouvons nous en tenir à la formule rituelle. Des élections libres sous contrôle international devront avoir lieu sous 2 ans afin de décider lequel des deux gouvernements, nationalistes ou communistes, prendront le pouvoir au Sud-Vietnam. Vous êtes sérieux? Oui, je sais, vous avez déjà entendu ça quelque part. Exactement. Inutile de vous dire que ces élections n'auront jamais lieu et que le conflit va reprendre de plus belle entre ces deux armées, sauf que l'armée américaine va décider de ne plus intervenir. Le Nord-Vietnam, constatant que l'armée américaine n'interviendra pas, va décider d'envahir le Sud-Vietnam et va réunifier une bonne fois pour toutes le pays en un seul pays, le Vietnam que vous connaissez aujourd'hui, mais évidemment sous un gouvernement communiste. Voilà, cet épisode du quart d'heure historique est maintenant terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, partager encore. Si vous n'avez pas aimé, partagez quand même. Dites, regardez cette vidéo, elle n'est pas terrible, mais regarde-la, car comme disait quelqu'un de célèbre, l'important c'est pas qu'on dise du bien ou du mal de moi, c'est qu'on parle de moi. Et vous avez bien sûr les commentaires pour préciser si jamais il y a une grande faute historique que vous avez vue, je ne sais pas, du genre... Clovis était un roi Raymond. Par exemple. Ou si bien sûr il y a un sujet d'histoire que vous aimeriez voir traité par le quart d'heure historique. Je finirai par cette formule magique, elle n'est pas de moi évidemment, elle est de Georges Santayana. Toutes les personnes qui vous demanderaient pourquoi vous regardez ce genre de vidéo, vous pouvez leur répondre. Quelqu'un qui refuse de connaître l'histoire se condamne à la revivre. Kenavo.